Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, je pense que cette vidéo va surprendre plus d'une personne. Pas sur le fait que j'évoque une nouveauté sortie ce mercredi en salle, ça c'est une habitude sur la chaîne, mais que parmi la liste des films intéressants prévus cette semaine, ce soit celui-ci que j'évoque en premier. Alors ce n'est pas un choix non plus frontal, c'est juste par organisation et timing personnel. Tout ceci a fait que c'est vers ce Wicked que je me suis dirigé en premier, mais plutôt sur l'idée que, à la base, le film ne m'intéressait pas plus que cela. Pas forcément à cause de son style, il y a des comédies musicales type Broadway mises en scène au cinéma que j'apprécie beaucoup, mais plus à cause de ce marketing matraquage absolu qui m'a agacé, et mon entourage, je sais ça. Sauf que, ce même entourage, entre autres, a aussi, pour certains en tout cas, vu le film en avant-première ou en projo presse. Et pour chaque personne, mais quasiment 99% d'entre elles, ça a été une immense surprise que ce film. Beaucoup ont aimé, certains ont même adoré. Et donc il ne faut jamais mourir bête, il faut franchir le pas. Donc parlons ici de Wicked. Première partie, la partie 2 est prévue dans un an, presque jour pour jour. Comédie musicale donc adaptée d'un spectacle Broadway, réalisé par Jon M. Chu, un metteur en scène qui, je crois, a bossé sur d'autres films musicaux, mais je n'avais vu de lui que Insaisissable 2, film qui parlait de la magie. Bon, finalement, hein, comme on est dans le domaine du magicien d'Oz ici, ça peut être cohérent. Et donc, comédie musicale, adaptée de Broadway, mais qui est aussi issue d'un bouquin qui parlait donc des origin story du monde d'Oz. Rappelez-vous, évidemment, Le Magicien d'Oz, le film de 1939, mais aussi le bouquin, la série, le livre de R. Frank Baum, qui a été hyper popularisé aux États-Unis. Donc, vous voyez, il y a, je crois, au début de ce siècle, hein, une personne qui a décidé d'écrire autre chose, en parlant donc des origines, notamment des deux sorcières principales, si vous voulez, que ce soit la méchante sorcière de l'Ouest, ici renommée Elphaba, jouée par Cynthia Erivo, voilà, et la bonne sorcière du Nord, Glinda, qui s'appelle ici Galinda d'ailleurs, il y a tout un jeu sur le nom, interprétée par Ariana Grande Butera. Donc les deux actrices principales qui vont s'échanger beaucoup de chansons, évidemment. Citons aussi au casting les présences de Jonathan Bailey, qui joue Fiyero, un peu le love interest entre les deux. Il y a Ethan Slater qui joue à Munchkin, qui va avoir son importance aussi. Marissa Bode qui interprète la petite sœur de Elphaba, qui est paraplégique. Et alors, parmi les adultes, si on veut, enfin, oui, les grands pontes de ce monde, au niveau de l'université, nous avons le professeur Delamond, joué par Peter Dinklage, au niveau de la voix, car c'est une chèvre qui parle, et il y a toute une idée thématique derrière. Tandis que l'une des responsables de cette université, cette académie, Madame Marrable, est jouée par Michelle Yeoh. Alors que le magicien d'Oz apparaît, oui, dans l'œuvre, plus vers la fin, mais il est là. Et il est joué par Jeff Goldblum, grand acteur. Alors l'histoire, oui, se déroule sur le papier, à part son introduction sur laquelle je reviendrai, bien avant l'arrivée de Dorothy au pays d'Oz. Dorothy, bah oui, c'est Somewhere Over the Rainbow, pour Judy Garland dans le métrage de 1939. Non, là on est des années avant et on va suivre donc Elphaba, qui est une jeune femme née avec la peau verte et qui est rejetée depuis sa naissance, y compris par ses parents, qui des années après avoir renoué avec la famille quand même, arrive à la Shiz University, une sorte d'académie, une sorte de Poudlard, si vous voulez, de Oz, afin d'y accompagner sa jeune sœur paraplégique qui va y suivre des cours. Sauf que, arrivé sur place, par erreur un peu, Elphaba va montrer ses pouvoirs. Et donc l'une des responsables, Madame Marrable, découvre qu'elle possède un grand potentiel. Et elle veut lui proposer de rester pour qu'elle suive le bon chemin. C'est un peu louche déjà peut-être, oui. Et donc, oui, elle accepte Elphaba. Elle y voit peut-être ici la possibilité de rencontrer le magicien d'Oz, et peut-être que celui-ci lui enlève ce qu'elle considère être un handicap, puisque les autres la rejettent à cause de cela. Enfin, vous voyez un peu la tristesse de ce protagoniste. Elphaba va devoir partager une chambre sur place avec une fille qui est totalement opposée à elle, parce que c'est l'archétype populaire absolu, pétillante, habillée de rose, blonde. Et évidemment, c'est Galinda, qui deviendra Glinda, donc, y compris dans le film. Et Galinda, elle voit ça d'un mauvais œil tout d'abord, parce que elle avait cette ambition d'être reconnue et tout. Et elle voit que c'est Elphaba qui va être prise sous son aile par l'une des responsables. Aïe aïe aïe, la rivalité.
En plus, il y a un garçon au milieu, la Fiyero, tout ça. Oui, oui, oui. Mais les deux jeunes femmes vont apprendre à se connaître. Et peut-être qu'une amitié improbable va naître. Alors qu'il y a aussi des histoires d'amour impossibles et sous le prisme évidemment de la tolérance, du rejet et de certains droits civiques aussi. Parce que c'est un film ultra politique, j'ai envie de dire, oui. Apparemment, de ce que j'ai compris, plus que la comédie musicale, mais moins que le roman, qui était très chargé là-dessus. Et l'idée, c'est que j'ai vu ce film comme un grand spectacle. Que j'ai vu en VO d'ailleurs, je précise, parce qu'apparemment les chansons ont été traduites en VF, enfin je crois, hein, vous pourrez me corriger en commentaire si c'est pas le cas. Mais bon, les morceaux originaux sont sur Spotify, ou YouTube, etc. Mais qu'est-ce que j'ai pensé de ce Wicked, première partie? Bah ouais, il n'y a rien à dire, quoi. C'est un très bon film. Franchement, il y a des trucs à redire, hein. Je vais essayer de m'expliquer ici, mais sur le plan visuel et musical, on aime ou on n'aime pas hein, les chansons. Il y a des moments peut-être un peu crispants sur les voix un peu plus aiguës, bah, notamment d'Ariana Grande, mais c'est pas grave ça. C'est dans la tonalité, la thématique globale de ce genre de comédie musicale over the top. Mais il y a des superbes compositions, des très belles chorégraphies, qui s'intègrent bien dans la mise en scène aussi, ça c'est bien. Il n'y en a pas trop non plus, sur 2h40 de film, on aurait pu imaginer plus. Et il y a surtout ce build-up visuel qui nous fait totalement plonger dans un autre univers, tout en le rendant cohérent. Et là j'ai envie de souligner le production design, les décors, les vêtements, les costumes. Quoi. Ça, à mon avis, ça va recevoir des Oscars, sur ce plan-là. Parce que ce n'est pas que des effets spéciaux et du fond vert. Loin de là. Oh, il y en a, bien évidemment. Bon, ne serait-ce qu'avec les animaux animés, et qui parlent. Et quelques décors au loin. Notamment au début, hein, dans la scène qui se passe après les événements du Magicien 12, j'y reviendrai après. Je ferai une zone spoiler, oui, je ferai une zone spoiler quand même. Bien sûr. Mais oui, on y croit. Enfin, c'est palpable. Hein. Tu vois que ça a été construit en studio, certes, mais qu'il y a tout un univers qui a été créé, et il y a du budget hein, qui est passé par là, mais ça fait l'effet. Et du coup, quand il y a des chorégraphies qui s'intègrent là-dedans, que ce soit à l'université ou dans le monde de Oz, là où il y a le magicien, waouh, ça a de la gueule. Architecturellement, enfin sur l'architecture, j'en bafouille, c'est assez immense. Et en plus, on joue là-dessus. À un moment, il y a une chanson où on tourne sur les rouages, là, bah, chantée par Fiyero, là. J'ai plus le titre en tête exact, hein, mais bon, belle chanson en soi, hein, belle chorégraphie du monsieur qui chante bien. Mais ouais, on tourne autour et tout. Il y a tout un truc qui joue sur l'espace continuellement et sur l'intégration des personnages dans les décors, dans ce monde-là, qui nous paraît plus réel que ce qu'on pourrait se faire dans tel monde imaginaire. Et c'est d'ailleurs l'idée du film, c'est que certes, c'est de la fantasy, c'est un autre univers, hein, c'est un autre monde qui n'existe pas, mais en intégrant des personnages comme ça, et que ce soit assez palpable dans tout le décorum, ça permet l'intégration thématique de certaines choses. Ça m'a plu. Après, j'ai envie de dire que c'est des choses qu'on a déjà vues et revues, on sent que c'est presque à visée pédagogique pour le grand public, c'est pas très fin quoi, mais c'est plutôt bien écrit, au-delà de la finesse, et on arrive à s'attacher au personnage. Et là j'ai envie de dire que, j'y reviendrai très vite dans la zone spoiler, le retournement du qui est la méchante, qui est la gentille, plus subtil que cela, est assez pertinent. C'est pas qu'on le voit pas venir, tout est assez clair, de toute façon, dès le début tu comprends que donc la méchante sorcière de l'Ouest, avec tout cet qui pite sur sa naissance et tout, elle est devenue telle qu'elle est parce qu'elle a été rejetée. Mais ça va encore au-delà, vers le dernier acte, et donc tu te prends d'empathie pour elle, on voit comment elle a été créée, une sorte de poison vert pris par le père et la mère, et qui fait que, on va dire qu'elle a la malédiction de la folie de ses parents en ce moment-là, qui fait qu'après elle a été rejetée par ceux-ci, c'est assez terrible. Elle a été recueillie par une ours, alors, je sais pas si c'est un clin d'œil à Boucle d'Or, mais pourquoi pas. Et quand on voit que même des années après, c'est vraiment terrible pour elle, parce que certes, elle va avoir cette chance à l'université, mais au début on se demande si ça va être une chance, hein, parce qu'elle est rejetée par tout le monde, et y compris par Galinda, qui la raille, hein. Elle lui offre même ce chapeau pointu noir que sa grand-mère lui avait laissé,
c'est le chapeau de la méchante sorcière de l'Ouest. Vous avez des petits clins d'œil comme cela, mais qui font sens au final. C'est la construction du monstre, mais pas que par rapport au rejet du début. C'est encore plus profond et subtil quand même par la suite. Et il y a toute cette idée, bon, là aussi c'est pas très subtil, mais que dans ce monde, les animaux parlent. Et que ça a été tout le temps le cas, mais que c'est remis en cause. Pour des visées d'avenir, notamment dans cette université, on veut interdire, à terme, ces animaux parlants dans des hautes fonctions. D'où le personnage là, de la chèvre professeur qui est là pour expliquer cela. C'est un prof d'histoire en plus, le Dr. Dillamond, là, doublé par Peter Dinklage. C'est passionnant parce que son discours va être mis en abîme directement par ce qui va lui arriver. Et on comprend qu'il y a cette idée de l'acceptation ou du manque de tolérance, justement, qui est une surcouche par rapport aux animaux à ce qui arrive au personnage d'Elphaba. Alors oui, ça fait peut-être un peu too much par moment, mais sur l'aspect politique global, ça fait référence à des choses. Je ne pense pas que forcément à la ségrégation, etc., mais aussi actuellement aux droits des animaux, à la condition animale. Et vous mélangez cela dans cette idée thématique globale du faire attention à certains excès. Ça va avoir forcément aussi un effet miroir à la fin. Et bien sûr, bon, bah, cette histoire entre Galinda et Elphaba, c'est marquant. Hein. Alors, évidemment, de la rivalité à l'amitié, il n'y a qu'un pas, il n'y a qu'une chanson parfois, mais c'est pas si simple. Il y a cette idée de danse, à un moment, sans son. C'est une scène très forte, ça. À un moment, il y a Elphaba, pour lutter contre la discrimination, elle va faire un mouvement, alors qu'il n'y a pas de musique. Sur un film musical, c'est assez pertinent. Et Galinda va l'accompagner. C'est là qu'il va se passer quelque chose. Elle va se rendre compte, elle va avoir une épiphanie, et elle va vraiment devenir la bonne sorcière du Nord, en fait, en vrai, si on veut. Alors que c'était pas gagné, quand même une peste à la base. Mais bon, elle a eu tout ce qu'elle a voulu dans sa vie, et que là, l'ambition, à un moment, elle va fermer les yeux devant elle quand elle va voir que sa colocatrice, qui a ce potentiel et qui est très gentille au final, va subir cela. Et donc après, bah, c'est la construction de la méchante sorcière de l'Ouest. Spoiler. Alors, je vais passer sur les love interests, tout ça, parce que c'est pas le plus intéressant, ce sera peut-être développé dans la partie 2. L'idée donc de Fiyero qui est un peu entre les deux, ok, bon ça donne 2-3 chansons sympas. L'idée de Bock aussi, le Munchkin qui va avoir un béguin pour Galinda, mais finalement, c'est plutôt vers la sœur d'Elphaba qui va presque par défaut, mais non, il va vraiment apprendre à l'apprécier pour ce qu'elle est. Bon, ça fait très facile et c'est assez raccourci ça. On verra s'il y a plus de profondeur sur la suite, j'en doute, hein, parce qu'il y a d'autres choses à raconter. Mais donc du coup, c'est surtout que, bon, Elphaba, oui, elle est prise sous son aile par Morrible, mais c'est pas pour des bonnes raisons. Elle va être amenée au Magicien d'Oz parce que au final, et le Magicien d'Oz, qui apparaît, là, voilà, l'imposteur que l'on connaît du film Magicien d'Oz, donc à la fin, etc. Avec tout ce subterfuge, la première apparition dans la brume, dans la maison, enfin, devant le château, dans la construction de l'origine historique est fausse du magicien, c'est une redite des Magiciens d'Oz, mais c'est avec la grandeur musicale qui va avec. Mais l'idée que donc Morrible et ce magicien ont besoin d'un ennemi. Parce que, évidemment, il faut maintenir la croyance du peuple. Et comme l'un, c'est un imposteur, à un moment, il sait que ça va finir par se voir. Donc il a besoin de matrixer les gens. Et donc, ils ont décidé de choisir Elphaba pour que ce soit l'ennemi et de faire la construction de la méchante sorcière par rapport à son rejet. Et ce qui est terrible, c'est que ça marche. Évidemment, parce que sinon, tous les événements du Magicien d'Oz qu'on connaissait avant n'auraient pas eu lieu. Et on voit comment il y a ce déchirement là entre Elphaba et Galinda qui lui dit « Ah, reste, reste !» D'ailleurs, Galinda qui s'appelle Glinda, par hommage, soi-disant, bon, elle va garder son nom après. Séparation de deux amis qui vont suivre chacun leur destin, pas le choix. Il y a une chanson déchirante vers la fin, là, truc par rapport à la gravité, là, j'ai pas les titres sous les yeux, hein. Défier la gravité, Defying Gravity, je crois. C'est là où on voit que leur destin se construise. Ça, c'est terrible, quelque part. Et le 2 risque d'être très sombre, en soi. À voir, à voir. Ce sera pour l'année prochaine, ça. Mais ce qui est... c'est l'inéluctabilité du truc, c'est que nous, on sait, si on a vu le premier Magicien d'Oz, ou lu le bouquin, que de toute façon, Elphaba est destinée à devenir la méchante sorcière de l'Ouest. Mais on comprend pourquoi, ici. Et donc, c'est dur. Et puis, bah, dès le début, de toute façon, voilà... on a la mort d'Elphaba au début. Vous savez, hein, le chapeau qui a fondu sur le corps de la sorcière, c'est ainsi que le film s'ouvre. D'ailleurs, on voit Dorothée, l'épouvantail
l'homme de fer et le lion qui marche sur la Yellow Brick Road, tout ça. Bon, là, c'est du CGI dégueulasse, hein. Mais bon, il y a quand même une scène d'ampleur avant où on voit donc que la nouvelle de la mort de la Wicked Witch est portée. Aux Munchkins notamment. Et ce qui est terrible, c'est que c'est la joie, c'est la fête. Mais Glinda, elle est là, elle raconte l'histoire. C'est l'histoire de Glinda qu'on voit là. Et on sent que c'est beaucoup plus amer. Et c'est en effet le cas. Et voilà, il y a cet écho-là qui fait qu'on a beau savoir ce qui s'est passé, c'est intéressant de voir la construction. Et évidemment, avec l'aspect musical qui... Oui, parfois on fait trop, mais c'est le style de Broadway, quoi. Et bah, ça marche, parce que c'est bien fait, tout simplement. Je vais faire la zone spoiler. Alors attention, hein, il ne fera pas partie de mes meilleurs films de l'année, comme certains des gens qui vont mettre leur top à jour en plaçant Wicked dans leur top 10. Je les connais, et c'est des gens qui aiment tous les cinémas. Non, moi ça ne marchera pas comme ça pour moi, mais par contre, sur tout le discours, sur l'aspect divertissement, certes, spectacle, oui, et politique, il y a quand même quelque chose qui va fonctionner pour un grand public. Ça manque de subtilité et de profondeur, ça c'est sûr, quand on a vu d'autres œuvres beaucoup plus sérieuses, entre guillemets, sur le sujet, mais enfin sérieuses, de proportion gardée, c'est quand même avant tout pour donner, on va dire, visuellement des choses et musicalement des choses aux gens, mais il y a quand même ce filigrane-là qui rend, on va dire, les intrigues et relations entre personnages assez touchants et marquants. Et c'est porté par des actrices qui chantent bien. Alors, rien à grandir, moi je suis pas fan de ses aigus notamment, mais alors Cynthia Erivo, qui est aussi chanteuse depuis un petit moment, c'est pas la première fois qu'elle pousse la chansonnette, y compris au cinéma, il y a des trucs qui sont très bien, voilà, vocalement et musicalement. Donc oui, ne boudons pas notre plaisir. Et bah ouais, certes, marketing, tout ça, c'est ultra comme machin, ah là là, ça c'est comme tous les blockbusters presque, mais là c'est hyper. Mais derrière, il y a une œuvre, avec des gens qui ont bossé sérieusement sur le sujet, et on y croit, avec un aspect pratique aussi. C'est pas que du fond vert. Donc le travail a été fait, alors certes, il y a de l'argent derrière, 150 millions de budget, mais ça a été bien utilisé, ça se sent. Donc, on peut dire que Wicked partie 1, c'est une réussite. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous comptez quand même le voir après tout, hein. Ça va être un des succès de l'année, mais sur le plan artistique, finalement, bah, il mérite que les gens aillent le voir en salle, donc voilà. J'ai envie de dire oubliez la com, mais c'est difficile quand même. Allez, à la prochaine, ciao.